Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique. On fait le tour de l'actu locale et nationale avec un invité pendant 30 minutes comme tous les dimanches. Et ce soir, je reçois Bernard Debain, le maire de Saint-Cyr-l'École et vice-président de Versailles Grand Parc en charge des déplacements. L'Hebdo Politique, Véronique de la Maisonneuve. Bernard Debain, bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes né le 6 octobre 47, vous avez donc 69 ans si je ne me trompe pas. Vous vous êtes engagé en politique lors de la présidentielle de 65. C'est là, dites-vous, que vous avez collé votre première affiche. Mais c'est à La Roche-sur-Yon que vous apparaissez pour la première fois sur une liste municipale, liste qui sera à l'époque d'ailleurs battue. En 1989, vous vous installez à Saint-Cyr-l'École dans les Yvelines. Vous serez d'abord élu dans l'opposition en 95. Rappelons qu'à l'époque, la mairie était détenue par les communistes. Vous démissionnez 4 ans après pour des raisons familiales et professionnelles. Je précise que vous êtes d'ailleurs dentiste dans le civil. On vous retrouve en 2001 sur la liste de Philippe Lavaux, mais en toute fin de liste. Et en 2005, pour des soucis judiciaires, on ne va pas revenir dessus, Philippe Lavaux est contraint de démissionner. Et on vient vous demander de prendre sa suite, ce que vous acceptez. Vous serez ensuite réélu à ce poste en 2008, puis en 2014. Avec vous ce soir, nous allons parler de la bataille présidentielle et notamment de la campagne du candidat désigné des Républicains, François Fillon, mais aussi des législatives qui s'annoncent et enfin de la politique locale que vous menez dans votre ville de Saint-Cyr. L'Hebdo Politique sur Sensation. Une des informations nationales de la semaine pour les Yvelines, c'est la suspension par le Conseil national des Républicains de l'investiture d'Henri Guénaud, qui est député des Yvelines aux prochaines législatives. Il doit, dit-on, renoncer à se présenter à la présidentielle s'il veut pouvoir devenir de nouveau député. Quel est votre sentiment sur cette affaire ? Un sentiment de tristesse de la part d'Henri Guénaud, qui est un homme que j'apprécie beaucoup et pour lequel j'ai beaucoup d'estime. J'ai pris un immense plaisir à lire son livre pour découvrir l'homme. On connaissait sa plume, mais on ne connaissait pas l'homme. Il était la plume de Nicolas Sarkozy, notamment. Voilà. J'ai eu l'occasion de le rencontrer dans diverses réunions, en allant dans sa circonscription. Malheureusement, sa démarche me déçoit énormément, parce que c'est un homme qui fait partie d'un mouvement, les Républicains, et qui a une démarche solitaire, alors qu'il y a eu une primaire de la droite et du centre, que le candidat qui a été désigné largement, puisqu'il y avait plus de 4 millions d'électeurs, est un candidat qui doit rassembler autour de lui de manière à mener la bataille de la présidentielle, et que la démarche d'Henri Guénaud est une démarche qui ne peut, à mes yeux, pas se comprendre, parce qu'on ne peut pas être à la fois membre d'un mouvement et être d'accord avec les idées de ce mouvement, et ne pas se retrouver derrière le candidat désigné par le mouvement. Donc le Conseil national a bien fait de geler son investiture ? En ce qui concerne son investiture, je trouve que c'est normal. On ne peut pas avoir tout, le beurre, l'argent du beurre, et même les indemnités, puisqu'il paraît que cette indemnité ne lui suffit pas pour vivre. C'est ce qu'il a dit chez nos confrères, oui. Oui, et c'est dans une situation où on est aujourd'hui, ou dans lequel se trouvent beaucoup de Français, ces propos ont pu paraître choquants, surtout de la part de quelqu'un qui représente en tant qu'élu les électeurs qu'il y a dans sa circonscription. Si vous pouviez lui parler, ou si peut-être que vous l'avez fait d'ailleurs, qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller ? D'aller devant ce Conseil national, de s'expliquer et de renoncer à la présidentielle pour pouvoir se défendre aux législatives ? Je n'ai pas beaucoup de chance de le rencontrer en tous les cas, ou de pouvoir lui parler. Moi, personnellement, je ne ferai que effectivement lui conseiller, en tous les cas, c'est de rencontrer François Fillon. Parce que quand on parle d'Henri Guénaud, vous ne me parlez pas de Michèle Alliot-Marie, mais pour elle, je dirais que c'est presque pire. Parce qu'elle a été secrétaire nationale du mouvement qui était un peu avant les Républicains et l'UMP. Elle a eu les plus hautes responsabilités et elle aussi se retrouve dans une démarche solitaire.
Alors vous me parlez de François Fillon, vous l'avez soutenu pour ses primaires depuis le début. On l'a dit, c'est lui qui en est sorti vainqueur largement. Mais on peut pas dire que sa campagne se passe aussi facilement qu'on l'aurait cru. C'est une campagne qui n'est pas facile, et notamment en interne, où il est pas mal remis en cause sur son programme, par les sarkozystes notamment. Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'il assouplisse ses idées, ce qui, pour l'instant, il ne veut pas faire sur, par exemple, la sécurité sociale, sur les 35 heures, sur les choses comme ça? Est-ce qu'il faut qu'il s'assouplisse? Ou bien est-ce qu'il faut qu'il reste vraiment ferme? Je pense que la situation de la France ne peut pas appeler de demi-mesure. Il a dit qu'il appliquerait son programme. Il y a dans son programme un certain nombre de mesures qu'il doit expliquer. Il y a peut-être eu aussi, vous parlez de la sécurité sociale, certaines incompréhensions. Il faut qu'il donne des précisions. Mais si on veut redresser le pays, il faut absolument des mesures fortes et on ne peut pas se contenter de demi-mesures. Ce qui a fait que certaines personnes à l'intérieur du mouvement des Républicains essayent de lui faire amender son programme, c'est aussi le fait que François Fillon a pris un certain nombre de décisions qui lui semblent être les meilleures pour redresser le pays et qui lui semblent être les meilleures pour les Français. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de redresser la France, il s'agit aussi de pouvoir faire en sorte que les Français retrouvent du travail et par là même du pouvoir d'achat. Mais Vous justement, parlez des 35 heures. Pardon, madame. pardon, je vous en prie. Vous parlez des 35 heures. François Fillon a demandé à ce que l'on repasse aux 39 heures. Repasser aux 39 heures, c'est déjà un gain de pouvoir d'achat pour les gens. Et ensuite, ceux qui feront des heures supplémentaires, à ce moment-là, on rentrera dans les lois pour les heures supplémentaires en termes d'avantages sociaux, en termes d'heures qui seront payées plus cher. Donc, l'ensemble des Français y gagnera. Alors justement, est-ce qu'il ne faut pas qu'il change un petit peu tout de même sa façon de faire, parce qu'il ne s'adresse pas aux mêmes personnes qui s'adressaient, comme vous le dites, à la primaire, c'était sa famille. Là, justement, il s'adresse à la France entière, et c'est peut-être ça qui coince un peu. Oui, mais je crois que entre la fin de la primaire de la droite et du centre et, je dirais maintenant, il y a eu une période de vacances. Il a eu besoin, ce que je comprends aussi, c'est lui, après cette très longue campagne, de prendre quelques jours de repos et aussi de recul, de façon à pouvoir continuer à travailler son programme. Et à l'heure actuelle, les yeux sont surtout braqués sur les candidats de la primaire de la gauche ou d'autres candidats qui ne participent pas à cette primaire, et que je pense que dès que François Fillon va reprendre son Tour de France, il a déjà commencé, il va pouvoir s'expliquer et surtout expliquer aux Français en quoi son programme est celui qui permettra de redresser le pays. Pour finir sur François Fillon, il y a aussi une autre chose qui pose problème dans son camp, et notamment chez Sarkozy, c'est le cumul des mandats. Vous, en tant qu'élu local, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut que ce qui a été décidé et qui doit se mettre en place au mois de juillet, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de cumul des mandats, doit être continué ou pas? Alors le cumul des mandats, qui est donc une décision qui a été faite par le président François Hollande et Actuel, son oui. Premier ministre Manuel Valls, c'est quelque chose qui n'a jamais été appliqué en France. Donc je crois que c'est une mesure, il a décidé de la mettre en œuvre, et puis on verra au bout de quelque temps si jamais cette mesure a besoin d'être assouplie. Moi, je suis le plus convaincu qu'il faut que les parlementaires aient une écoute locale. Alors, est-ce que cette écoute locale doit venir uniquement des maires de leur circonscription, ou est-ce que les parlementaires doivent continuer à avoir un mandat sur le terrain? Mais écoutez, c'est l'avenir qui le dira. On a à l'heure actuelle un certain nombre de situations qui quand même n'étaient pas très très normales,
puisqu'il fut un temps où j'ai connu des gens qui avaient en charge des postes ministériels, des grandes agglomérations, qui étaient présidents d'une communauté d'agglomération. Il arrive un moment où effectivement on ne peut pas tout faire. Donc il fallait aussi prendre des mesures pour éviter ça. Alors là on passe de l'autre extrême. Si jamais il faut le corriger, je pense que à la fois les parlementaires et le président de la République saura retoucher la loi à l'aune de ce qui sera passé dans les quelques années ou quelques mois qui auront suivi l'application de cette loi. Et puisqu'on parle de mandat local, après ces présidentielles auront lieu les législatives, on le sait déjà. Vous avez été suppléant de Jean-Michel Fourgousse, qui se représente, qui a été samedi adoubé par son parti. D'abord, vous, c'est pas du tout une carrière qui vous tente? Moi, vous avez donné mon âge tout à l'heure, on Oh, mais commence ça veut pas une rien dire. carrière à mon âge. Vous savez, La ville vous de avez dit Saint-Cyr que vous j'avais suffit? été sur une liste à La Roche-sur-Yon qui n'avait pas été élue. C'était aussi à une époque où je m'occupais de politique en tant que gestionnaire et que même à l'époque, je ne m'étais jamais porté candidat parce que j'avais aussi des problèmes au niveau de mon travail et de ma profession. Quand on a une profession libérale, c'est très difficile de pouvoir exercer un mandat et c'est une des raisons pour lesquelles aussi, en 2001, malgré certaines pressions, j'avais refusé d'être tête de liste. Est-ce que vous allez vous engager quand même dans cette campagne des législatives? Elle s'annonce rude. Évidemment, il faut attendre de savoir ce qui va se passer au présidentiel, notamment dans les Yvelines. Jean-Michel Fourgousse va certainement vouloir reprendre sa part que lui avait pris Benoît Hamon. On ne sait pas encore si Benoît Hamon va se présenter ou pas. Bref, on le saura dans les prochaines semaines. Mais est-ce que vous allez, vous, être très actif dans cette campagne, prendre des risques et être vraiment sur le terrain pour eux? À prendre des risques, je ne sais pas, mais Dès qu'on se découvre un peu, on prend des risques. j'ai été aux côtés de Jean-Michel Fourgousse lors de la première campagne qu'il a menée, à l'époque avec deux de mes enfants, qui collaient des affiches. C'était l'époque où on collait des affiches. Et naturellement, il est évident que je serai à ses côtés en espérant pouvoir prendre la plus grande part possible. On continue cet hebdo politique consacré ce soir à Bernard Debain, le maire de Saint-Cyr-l'École. L'hebdo politique. Deuxième partie donc de cet hebdo politique consacré à Bernard Debain, le maire de Saint-Cyr-l'École. On va parler un petit peu de questions un peu plus locales maintenant. Vous avez choisi cette année d'annuler les vœux de votre commune, c'était il y a quelques jours, pour faire des économies, dites-vous. Est-ce que c'était vraiment nécessaire ou est-ce que c'est pas simplement un peu symbolique? Et est-ce que vos administrés l'ont compris? Symbolique, je ne sais pas, je ne pense pas. C'est pas uniquement cette année, c'est la deuxième année. La deuxième année, dans une période qui est aussi une période financière très difficile pour la ville de Saint-Cyr. Une dépense, si minime soit-elle, c'est quand même une dépense. Avec cet argent, on peut faire autre chose. Et puis, quand j'ai été élu maire, j'avais suivi ce qui se faisait avant et les vœux du maire étaient réservés à des personnalités, des membres d'associations, mais n'étaient pas ouverts à la population. Au bout de quelques années, je les ai ouverts à toute la population de la ville et je me suis aperçu que malgré cela, c'était toujours les mêmes qui venaient. C'est pas le moment où les gens viennent à votre rencontre? C'est pas à ce moment-là? Si, il y en a quelques-uns, mais je veux dire que venir à ma rencontre, que ce soit à l'hôtel de ville lors de rendez-vous, que ce soit discuter avec moi lors d'Allô, monsieur le maire, ou que ce soit quand on a des réunions de quartier, je suppose que les gens se disent « Oh, bah, il y aura trop de monde, on le verra pas, il sera trop pris. » Donc finalement, la première fois que j'avais décidé d'ouvrir les vœux à la population, on m'avait dit « Vous ne vous rendez pas compte, monsieur le maire,
on peut pas mettre plus de 500 personnes. Finalement, on était 350, 400, mais on n'a jamais dépassé ce nombre-là. Et si vous retirez les institutionnels, si vous retirez les gens avec qui la ville travaille, et puis les membres des associations, il y avait très peu d'habitants qui se déplaçaient, à mon grand regret d'ailleurs. Et donc ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai décidé de les supprimer. Vous parlez d'économie, tous les maires qui passent à ce micro le disent, les aides de l'État ayant fortement diminué, il faut en faire, hein. Et notamment chez vous, il y a eu quand même cette augmentation d'impôts locaux que vous avez décidé. Vous faites partie du podium des villes où ça a été le plus augmenté. Comme vous dites, oui. Voilà. J'imagine que vous allez me dire que vous n'avez pas eu le choix. Comment est-ce qu'on prend une telle décision ? Comment c'est vu par les habitants ? Parce qu'on peut comprendre qu'il faut des économies, mais quand ça se ressent sur la vie de tous les jours, c'est compliqué. Alors là, c'est le sujet sur lequel je pense qu'il faut s'étendre le plus. Je vous en prie. Que ce soit en réunion de quartier, que ce soit lors d'un premier papier dans le journal municipal à la suite du vote des impôts au mois de mars, ou que ce soit encore dernièrement, puisqu'on a refait 4 pages là-dessus, les gens ont du mal à comprendre ce que sont des finances locales. Un budget, dans sa partie fonctionnement, ne peut pas être aidé par des emprunts. Ça, il faut que la ville ait les ressources pour être capable de faire fonctionner. On peut emprunter pour construire quelque chose, pour faire des travaux, on ne peut pas pour faire fonctionner. À la différence de l'État français, qui en est aujourd'hui à 2200 milliards de dettes. Là, c'est pour du fonctionnement, ce qui fait à peu près 35 000 euros par habitant en France, qui est quand même énorme. Dans une ville, on ne peut pas le faire. Depuis que je suis maire, donc depuis 10 ans, c'est l'une des premières choses qu'un de mes opposants m'avait dit. Donc il y a 10 ans, il m'avait dit « Monsieur le maire, les finances de la ville sont telles que d'ici 1 ou 2 ans, c'est la préfecture qui va gérer la mairie. » On a tenu 10 ans. Non seulement on a tenu 10 ans, mais on a tenu 10 ans sans augmenter les impôts. Non seulement sans les augmenter, mais pendant 2 ans, on les a baissés. En 2015, de nouveau, on ne les a pas augmentés. Il y a 2 ans, sur un site qui s'appelle l'Argus des communes, la ville de Saint-Cyr avait 18,5 sur 20. Alors, des efforts, ça fait 10 ans qu'on en fait. 10 ans que chaque année, je vois la directrice générale des services qui demande à tous les services de baisser les frais de fonctionnement. Et au début, il y a 7, 8 ans, 10 ans, c'était 5% par an, qui viennent s'ajouter naturellement. Ensuite, il y a 4-5 ans, c'était 8%. Et depuis 3 ans, c'est entre 15 et 10% de moins par rapport à l'année d'avant. Donc, il arrive un moment où on ne peut plus. Et mon drame, c'est que lorsque nous avions bâti un programme fin 2013, début 2014 pour cette campagne qui a été menée, nous ne connaissions pas les mesures qui ont naturellement été annoncées après la débâcle que M. Hollande et M. Valls ont eue au municipal. Ce drame pour la ville de Saint-Cyr, c'est que il arrive un moment où on ne sait plus gratter, ou alors on va supprimer. Est-ce que demain on supprime les crèches ? Est-ce que demain on supprime la cantine ? C'est pas une obligation. Ça fait partie des choses qui sont impossibles à faire. Il arrive un moment où nous avons des employés municipaux qui, je le rappelle, parce que j'entends ce genre de réflexion, sont des fonctionnaires pour la plupart d'entre eux et que
puisqu'ils sont dans la fonction publique, nous sommes obligés de les garder et nous ne pouvons faire des efforts que lorsque certains nous quittent ou qui partent en retraite. C'est ce que nous faisons. Nous avons l'année dernière diminué de 900 000 euros nos frais de fonctionnement. Mais en même temps, on nous baisse notre dotation de 650 000 euros. On nous met les TAP, les fameux TAP, les travaux que les enfants font lorsqu'ils sont le midi ou après le la soir, classe ou le midi dans les centres de loisirs. C'est plus de 500 000 euros. Et une ville comme Saint-Cyr, c'est une chose que j'essaye d'expliquer aux gens quand ils me disent « mais regardez telle ou telle commune à côté ». Alors un jour, on m'a pris l'exemple de Bois d'Arcy. Rendez-vous compte, monsieur le maire, Bois d'Arcy. Je leur ai dit « mais donnez-moi le Roi Merlin et Leclerc et je vous promets que j'irai très bien ». Ouais. Nous n'avons pas à Saint-Cyr de zone d'activité. Nous n'avons pas de zone commerciale et nous avons surtout des logements sociaux énormément, beaucoup plus qu'à Fontenay, beaucoup plus qu'à Bois d'Arcy, qui, je le rappelle, c'est la loi, ne paye pas d'impôt foncier. Donc on a une surface énorme qui est, pour la ville, un manque de recettes. Alors, on a tout à fait compris que c'était une obligation pour la ville. Reste que pour le quotidien des gens, vous comprenez bien que c'est compliqué. Est-ce que vous pouvez les rassurer en leur disant que voilà, ça ne va pas être comme ça tous les ans et que justement ces économies que vous faites en augmentant les impôts vont pouvoir être redistribuées de façon agréable pour eux, je dirais? Alors, le but, si vous voulez, c'est que lorsque nous avons eu cette discussion l'année dernière, après avoir fait faire 2 études par 2 cabinets conseils en finances publiques, l'un qui nous a fait l'état des lieux et l'autre qui nous a fait une prospective sur 5 ans. Et puis, nous avons fait aussi, dans cette étude, nos possibilités d'investissement. Parce qu'à l'heure actuelle, la ville grandit, elle a 25 hectares à aménager à la suite de la vente par l'État d'une caserne militaire. Donc des nouveaux habitants qui effectivement rapporteront de l'argent, mais il faut d'abord qu'ils s'installent. Et quand quelqu'un arrive dans une commune, l'argent n'arrive dans la caisse de la commune que 2 ans après. Mais quand ils arrivent, ils veulent une école pour mettre leurs enfants, ils veulent une crèche pour que leurs enfants, leurs petits-enfants soient gardés. Ils veulent un gymnase pour aller faire des activités. Donc la ville doit dépenser d'abord et après, quelques années après, effectivement, les finances iront mieux. Donc ce plan de financement, il ne pouvait être fait que si d'un côté il y avait l'augmentation des impôts, de l'autre côté il y avait des efforts de gestion qui étaient faits par la ville et des efforts énormes. Et en troisième lieu, en ce qui concerne les emprunts, alors que nous n'avons pas aujourd'hui de dette, il y a à peu près 150 € de dette par habitant. Quand on a pris la mairie, il y avait un peu plus de 1 000 €. Donc vous voyez, quand je disais tout à l'heure que l'Argus des communes nous avait donné 18,5 sur 20, on a aussi géré la ville. Et notre espoir, notre volonté, c'était lorsque l'on a mis le taux d'imposition, c'était pour continuer les efforts. Je vous ai dit Pour tout combien à de l'heure. temps? À quelle échéance alors? Ce plan de financement? Il y a 4-5 ans, lorsque nous étions dans l'ancienne équipe et j'avais une autre directrice générale des services, mais elle me disait le même discours que ce que me dit ma directrice actuelle. Les 2 années difficiles, ça sera 2017-2018. Il y a 4-5 ans, je me disais, bon, on va faire comme d'habitude, on va serrer les boulons, on va essayer de faire en sorte de faire des économies importantes de gestion, et ça va passer. Et donc, il y a eu cette baisse de dotation, et puis ce surcroît de paiement par la commune. On n'a pas parlé du fonds de péréquation, le fameux Rapidement, FPIC. parce qu'il nous reste 5 minutes et on a d'autres... Ça, c'est énorme, parce Ouais. que la situation de Saint-Cyr est une situation au sein de Versailles Grand Parc très particulière. Sur 19 communes, nous sommes la 19e et dernière commune en termes de richesse, mais comme le fonds de péréquation, c'est-à-dire ce fonds qui est redistribué
aux communautés pauvres du reste de la France, ou mal gérées, pauvres ou mal gérées, eh bien, il est calculé sur la richesse moyenne de l'agglomération. Donc Saint-Cyr, qui est la commune la plus pauvre, doit quand même payer. Or, cette fameux pic, il a commencé en 2011 à 75 000 euros. Il était en 2015 de 350 000 et il est en 2016 de 540 000 euros. Donc vous voyez, quand on dit il y a la baisse des dotations, puis il y a ce qu'on fait payer en plus. Et ça, ce que j'attends, Monsieur Hollande nous a annoncé que pour 2017, il nous en demanderait pas autant parce que toutes les communes de France ont des difficultés, quelle que soit leur couleur politique. Et ce que j'attends, c'est aussi l'espoir qu'avec une meilleure gestion de la France, on ne fasse pas supporter aux communes et aux intercommunalités la réduction de la dette de l'État, alors qu'elles n'y sont que pour 9%. Je crois on a bien compris. Il nous reste quelques minutes. Je voulais quand même vous parler de cette crèche écologique que vous avez inaugurée il y a quelques mois dans votre ville. Est-ce que c'est une volonté d'aller de plus en plus vers cette politique écologique ? Ce n'était pas forcément une des choses qui était le plus marquant dans votre, ni dans votre programme, ni dans votre ville. Cette crèche écologique, c'est le début d'une volonté plus verte sur la ville de Saint-Cyr ? Une continuité. D'accord. Continuité. Lorsque nous avons défini le cahier des charges pour la fameuse zone, la fameuse base militaire, la caserne Renard sur Saint-Cyr, dans le cahier des charges, c'était une imposition qui était faite à tous les constructeurs. Donc il est normal que la ville qui construit un bâtiment nouveau, elle mette des panneaux solaires, elle mette des toits végétalisés, elle mette de l'isolation bois de manière à ce qu'on ait un bâtiment qui soit, au point de vue de la déperdition de chaleur et au point de vue... Donc c'est juste parce qu'on vous a obligé à le faire ? Vous dites que c'est parce que maintenant on est obligé, effectivement, maintenant les nouveaux bâtiments sont obligés d'avoir des normes particulières. Oui, mais on a été au-delà. D'accord. On a demandé beaucoup ça plus, justement. Voilà, c'est ça que Les toits végétalisés, par exemple, c'est pas forcément obligatoire, D'accord. mais ça, on l'a demandé aussi. Et je trouve que c'est normal. Personnellement, chez moi, j'ai mis des panneaux solaires sur ma maison. Et une dernière chose qui montre bien comment vous souhaitez mener, ou vous avez mené depuis quelques années cette ville. En novembre dernier, vous avez une nouvelle mairie. Et j'ai lu que vous préférez l'appeler maison commune plutôt que hôtel de ville. Pourquoi ? Ça montre votre rapport avec vos concitoyens et votre façon de voir la gestion d'une ville ? C'est une vieille appellation que je donne lorsque je fais des mariages. Ça représente quoi pour vous ? Ça veut dire quoi, maison commune ? C'est véritablement la maison de tous les habitants, puisque c'est la maison où les gens viennent presque pour certains plusieurs fois par an pour toutes leurs démarches, pour toutes leurs demandes. Donc c'est normal que ça soit leur maison et pas simplement celle des élus. Et c'est pour ça aussi que la première des choses qui a été faite dans cette nouvelle mairie, c'est de pouvoir la rendre accessible, puisqu'elle avait 3 niveaux sans ascenseur, ce qui posait un énorme problème, puisqu'il m'est arrivé de faire un mariage dans le hall d'entrée en bas, parce que la personne, la grand-mère d'un des mariés, en fauteuil roulant, on ne pouvait pas la monter, lui faire monter les marches, même en se mettant à 4, c'était pas possible. Et puis, maintenant, c'est accessible à tout le monde. Maintenant, c'est non seulement accessible à tout le monde, mais elle est beaucoup plus accueillante et les conditions pour recevoir les gens sont quand même... il y a plus de confidentialité puisqu'il y a des bureaux fermés et puis pour les agents aussi, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il y a des agents qui y travaillent. C'est la fin de cette hebdo politique. Merci, Monsieur Daban, d'avoir été notre invité ce soir. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain. L'hebdo politique sur Sensation.